Rencontre avec, une émission sur Radio Web UTL 65 de Frédéric Gelbert, Georges Lens et Jean-François Soulet. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer Arnaud Paul, chef d'édition de la Nouvelle République des Pyrénées, responsable départemental de l'édition des Hautes-Pyrénées de la Dépêche. J'ai le sentiment, Arnaud Paul, que vous êtes tombé très tôt dans la marmite du journalisme, parce que je vous connais donc depuis une trentaine d'années et je vous ai toujours connu, à part une passion pour la photographie dont nous reparlerons tout à l'heure, je vous ai toujours connu dans la profession de journaliste. Je rappelle que quand nous nous sommes rencontrés, il y a un peu plus de 30 ans, vous prépariez un master d'histoire, après la licence, sur la guerre d'Algérie à travers des films de montage d'archives. Très bonne maîtrise d'ailleurs. À l'époque, on disait maîtrise, aujourd'hui c'est master. À l'époque, alors que vous veniez en cours de temps en temps, même régulièrement, je savais que vous étiez très impliqué dans un petit journal qui s'était créé, qui s'appelait le Journal de Toulouse. Alors, même si c'était à l'époque un rival de la Dépêche, groupe que vous avez rejoint depuis, est-ce que vous pouvez me rappeler brièvement, je crois que c'était un Tarbé qui avait créé le Journal de Toulouse. Non ? Oui, bonjour à tous. Oui, c'était un monsieur qui s'appelait Michel Pradas et qui avait monté en fait le journal d'annonces Le 31. C'était des journaux de petites annonces et qui s'était lancé, qui avait créé ce journal quotidien, d'abord quotidien et qui ensuite avait évolué dans sa parution. Mais j'avais l'impression que vous étiez l'homme orchestre du journal, alors que vous aviez 22, 23 ans. Hein. Alors non, pas tout à fait. J'ai en fait gravi entre guillemets les échelons, ou en tout cas j'ai eu un parcours dans cette rédaction. J'ai commencé comme stagiaire, comme beaucoup de mes confrères. Ensuite, j'étais devenu pigiste spécialisé en aéronautique. Et ensuite, j'avais embrassé un peu la fonction de secrétaire de rédaction, puisque c'était un journal qui était en grande difficulté, donc il y avait beaucoup de changements et d'évolutions et de rotations au niveau des équipes. Et donc, on m'avait proposé de poursuivre au secrétariat de rédaction. Et c'est vrai que, vu la modestie des moyens de l'époque, on avait un rôle un peu central, effectivement. Et ce journal, il a vécu combien de temps ? Il a vécu, je ne saurais plus trop, mais 6 ou 7 ans. Quand même, dans ces eaux-là, oui, entre les différentes formules qu'il y a eu et tout, je crois que c'est 5 ans dans ces eaux-là, oui, tout à fait. Et vous voyez, l'autre jour, j'ai essayé de retrouver des numéros de ce journal. Et j'ai cherché dans les archives, soit à la bibliothèque du Périgord, etc. Et j'ai rien trouvé. C'est curieux. Alors, oui, je ne sais pas, le dépôt légal, je ne sais pas où était fait le dépôt légal, mais... Bon. C'est un journal qui a connu des périodes différentes. Il a été gratuit, puis après il a été payant. Enfin, il est passé payant sur la fin. Il avait un peu anticipé les journaux gratuits qui avaient été mis en avant par les groupes de presse nordiques. Donc c'était, il était un peu précurseur, mais l'idée ou le concept n'était pas du tout mûr à l'époque. C'était donc dans les années 1990-1992. Et à l'époque, là, quand vous avez commencé donc au Journal de Toulouse, vous aviez déjà été à l'Institut de journalisme de Bordeaux. Non, c'était après. Non, après, oui. Après la maîtrise d'histoire, donc. Voilà, alors j'ai d'abord accompli mes obligations militaires. Ah oui. Voilà, c'était, à l'époque, ça existait encore. Et où étiez-vous ? À Nîmes, dans l'infanterie. Oui. Au 3e régiment d'infanterie, dont la tradition remonte aux chevaliers Bayard et aux guerres d'Italie. Donc, vous voyez, c'était un ancien... Pour un historien, c'est voilà, c'était assez intéressant. Et ensuite, j'ai bouclé ma maîtrise que j'ai soutenue. Je suis parti à l'armée et au retour du régiment, de mes obligations de mon service national, j'ai intégré l'IJBA, qui est devenu l'IJBA, l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine à Bordeaux, où je me suis formé pendant 1 an. C'était une année spéciale à l'époque, c'était possible quand on avait un niveau universitaire. Et ça m'a permis d'apprendre ou faire l'apprentissage ou de découvrir plusieurs techniques, dont la radio, la télé, et de conforter la petite expérience que j'avais en presse écrite.
Donc une année utile quand même. Très utile. C'était très utile puisque c'était une année quasiment d'apprentissage. Ils considéraient qu'à partir du moment où on avait un niveau universitaire, on n'avait plus de matière générale et on avait vraiment des matières uniquement professionnelles. Donc on passait son temps. J'ai découvert le montage radio avec des ciseaux de coiffeur sur des bandes, puisqu'à l'époque c'était pas encore le numérique, où vous colliez des bandes partout. Voilà, il fallait écouter les silences. Enfin, c'était assez étonnant. Les gens qui étaient rompus à l'exercice vraiment avaient une maestria incroyable et ils étaient capables en recollant les morceaux de bande, de faire vraiment du montage. Ça s'entendait quasiment pas. Enfin, les oreilles averties, oui, mais le Pékin de base, ça se rendait compte de rien. Et c'était vraiment impressionnant. Voilà, j'ai vu toute la complexité de la télé, puisqu'à l'époque c'était des caméras Betacam qui étaient très lourdes. Il fallait travailler en binôme ou en trio. Enfin bon, voilà, c'était un autre temps. C'était avant Internet. C'était tout ça, quoi. Voilà, on apprenait encore à maqueter les pages avec une règle, un crayon. Et voilà, donc c'était vraiment. J'avais l'impression d'être avec le recul, on a l'impression d'être dans l'histoire de la presse. Voilà, vous étiez dans les dernières années d'un format qui a tout à fait changé. Et vous êtes entré dans le groupe La Dépêche tout de suite après Bordeaux ? Quasiment, oui. J'étais embauché à Lourdes, en fait, à la Nouvelle République des Pyrénées, à l'agence de Lourdes. C'était une agence détachée. Voilà, ça m'a... j'y suis resté 5 ans et ça a été une belle école de ce qu'on appelle l'information locale, puisqu'on avait une page ou deux à faire tous les jours. Donc le travail du quotidien, enfin du localier, c'est de tenir compte de l'agenda, mais aussi de faire des reportages d'initiative. Et Lourdes, c'est quelque chose d'unique. Hein. C'est une locale unique au monde, on va dire. De par la spécificité, de par la présence du sanctuaire, de par l'économie que ça génère, enfin, etc. Et donc, c'est une ville intéressante, vraiment. Journalistiquement, c'est intéressant. Et c'était l'époque de François Abadie ? Non, c'était Douce de Blazy. Voilà, c'était Philippe Douce de Blazy était déjà... je suis arrivé en novembre 94, et c'était Philippe Douce de Blazy qui était déjà maire de Lourdes et qui était ministre de la Santé à l'époque, avant lui aussi d'évoluer, de connaître une carrière ministérielle diverse, hein, puisqu'il a été à la culture, puis aux affaires étrangères, donc il a quand même... Vous aviez de bons rapports comme journaliste avec lui ? Oui, alors c'était quelqu'un qui n'était présent que le week-end, hein, puisqu'il était occupé en semaine au ministère, et donc il concentrait son activité de maire à partir du vendredi jusqu'au dimanche soir ou au lundi maximum, et après il repartait à Paris. Oui. Voilà. Et ensuite de Lourdes, donc vous, toujours dans le même groupe de La Dépêche, vous passez à Tarbes. C'est ça. Au bout de 5 ans, j'ai intégré la rédaction de Tarbes, où j'ai découvert un nouveau terrain de jeu. J'ai découvert une ville intéressante aussi à bien des égards, avec une autre histoire, avec un autre destin, très marqué par l'industrie et la crise. La crise et la désindustrialisation. Et c'était intéressant parce qu'il y a des problématiques qu'on retrouve dans tous les départements ruraux ou dans tous les départements de la chaîne des Pyrénées, avec des problèmes liés à la présence de services publics, à la désindustrialisation. Toute la question, c'est comment on rebondit, comment en fait on se lance ou on imagine un nouvel avenir. Et ça, en tant que journaliste, c'est très intéressant de regarder, de sentir un peu le terrain et le territoire. Alors, les journalistes, un peu, c'est des chiens qui ont la truffe au vent, donc il faut être capable de renifler un peu et d'observer et de capter les signaux faibles parfois, qui peuvent devenir des choses beaucoup plus importantes après. Vous voyez, je me faisais la réflexion l'autre jour, là, l'université de technologie de Tarbes, c'est un dossier qui est vieux de plus de 20 ans. On avait failli l'avoir à l'époque, mais un ministre en avait décidé autrement et avait attribué la création de l'université de technologie au territoire de Belfort. Ministre des Armées, peut-être, non ? Peut-être. Oui. Voilà. Donc l'arbitrage n'avait pas été favorable à Tarbes, et ce que je trouve intéressant, c'est que 20 ans plus tard,
les acteurs locaux n'ont pas lâché et ils sont arrivés à leur fin. Et voilà, Tarbes a une université de plein exercice aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable dans les temps actuels. Et ça a été l'occasion rare, il me semble, d'une certaine entente entre les différentes mouvances politiques du département. Tout le monde, à des moments différents, la droite et la gauche, ont essayé de contribuer quand même à cette création, il me semble. Oui, vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Et ce qui est rassurant d'ailleurs, de se dire que finalement, il y a des dossiers qui dépassent les clivages politiques et les petits calculs peut-être des uns des autres. J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui transcende et qui permet de porter le territoire. Il faut pas se faire d'illusions. On a un département qui est éloigné de la métropole régionale. C'est un atout, c'est un avantage, c'est aussi un handicap. Mais on est capable. On a un bassin industriel qui est toujours d'aplomb, qui a repris des couleurs, qui innove. Et comment accompagner justement ces entreprises qui sont innovantes. Les entreprises locales ont parfois du mal à recruter. Donc avoir une université de plein exercice, c'est très favorable. Et puis, faut pas oublier le côté un peu social aussi, c'est-à-dire vivre à Tarbes, c'est moins cher qu'à Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Paris. Donc faire des études dans la proximité, ça peut arranger beaucoup de familles. Donc c'est des offres et donc ça permet de qualifier le territoire, ça permet à sa population de s'élever et puis d'avoir des perspectives d'avenir. Voilà, c'est intéressant et c'est aussi un facteur d'attractivité pour le territoire. D'ailleurs, l'IUT et l'ENIT, qui sont les deux pôles de la nouvelle université, je pense, ont eu un vrai succès. Et l'IUT s'agrandit, donc cette université de technologie, c'est vraiment une nécessité. Mais même si vous en avez parlé dans la Nouvelle République et la dépêche, ça y est, de partir du 1er décembre, comme ça, on a une université, il me semble que la population, vous n'en avez pas assez parlé, et eux-mêmes n'en ont pas assez parlé. Bien sûr qu'il y a des tas de problèmes, j'imagine, ayant vécu un peu dans le milieu universitaire, c'est pas facile de rassembler des structures qui ne sont pas concurrentes, mais enfin un petit peu parfois, tout ça. Donc il y a beaucoup de problèmes, certainement, qui se posent. Mais quand même, il faudrait dire à la population, désormais, enfin, comme vous dites, après 20 ans au moins, Tarbes a une université. Alors, on l'a dit, peut-être que ça n'a pas assez imprimé, mais en fait, comment dire, ça change tout et ça change rien finalement, puisque vous l'avez évoqué, c'est l'ENIT et l'IUT qui sont vraiment les pierres angulaires de cette université de technologie. En fait, c'est un point de démarrage. La création officielle, on va dire, finalement, ne fait qu'entériner une réalité. En fait, l'ENIT continue à délivrer des titres d'ingénieur, l'IUT a continué à délivrer ses propres diplômes, et ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer maintenant, en fait. Et progressivement, la population et les gens vont s'emparer de cette université de technologie. C'est ça l'enjeu. Et que les entreprises locales aussi, voilà, qu'il y ait ce cercle vertueux qui commence et qui démarre. Là, on était encore un peu dans la phase, on va dire, institutionnelle, avec plein d'étapes. On en a parlé, si vous voulez, un peu à chaque étape, mais avec beaucoup de précautions, parce qu'il ne faut pas froisser Pierre-Paul Jacques à Toulouse, à Paris. Il ne faut pas... et c'est toute la limite de notre métier, de l'exercice de l'information. Il faut être capable de jauger et de savoir dire la bonne chose au bon moment. Parfois, on voudrait en dire beaucoup plus à un moment T, sauf qu'on nous demande de ne pas le faire pour ne pas encombrer ou ne pas ralentir le dossier. Voilà. Donc nous, notre rôle, c'est aussi d'accompagner en fait le territoire. Donc on essaye de peser tout ça et d'être... Mais en fait, l'université de technologie, c'est maintenant qu'il va falloir en parler, c'est-à-dire quand elle va commencer à créer ses propres formations et quand elle va commencer à acquérir en fait de la chair, tout simplement. Et les NIT et l'IUT ont encore de très grosses personnalités, on va dire, ou d'une très grosse présence. Et progressivement, l'université de technologie va devoir prendre le pas et s'imposer. Alors pour le moment, je demanderai simplement qu'il y ait quelques panneaux. Alors il y a un petit panneau mobile en toile pour le moment devant l'entrée de l'ENIT, où il y a université, mais pas de l'ENIT, de l'IUT, mais à l'ENIT, il n'y a rien. Bon.
Alors, je reviens à votre carrière qui nous sert de fil rouge. Donc, après avoir vécu comme localier, comme on dit, à Lourdes pendant 5 ans environ, vous arrivez à terme, mais là, vous montez en grade. Vous devenez adjoint au rédacteur en chef. Oui. Alors, au bout de quelques années, effectivement, en fait, le groupe Dépêche a réorganisé ses rédactions localement. La presse est un exercice difficile et au niveau économique, c'est compliqué. Donc, progressivement, en fait, il y a eu un rapprochement entre les rédactions de la Dépêche et de la Nouvelle République. Et il était nécessaire de structurer mieux les rédactions. Donc, je suis devenu, en fait, adjoint au rédacteur en chef à la Nouvelle République. Et puis, progressivement, en fait, il y a eu un glissement. Et après, je suis devenu adjoint des 2 rédactions, puisque, en fait, de 2 rédactions, progressivement, on en a fait une, quoi. Voilà, on a été rattrapé par malheureusement la réalité économique qui fait que on a perdu des effectifs. Voilà. Et quel est le rôle d'un rédacteur en chef, et son adjoint évidemment, mais quel est le rôle exact? Qu'est-ce qu'il fait? Le rôle, il est multiple et varié, on va dire. Sa fonction première, c'est d'organiser le travail, c'est d'animer le travail de la rédaction, de l'orienter, et ensuite d'arbitrer quand c'est nécessaire. Voilà, et donc et ensuite de gérer la rédaction dans le fonctionnement, le planning. Voilà, il y a des histoires d'intendance. Il y a la gestion aussi des correspondants locaux de presse qui ne sont pas professionnels mais qui participent à la fabrication du genre, enfin à l'écriture d'articles dans le journal. Voilà, c'est assez complexe. Après, le rédacteur en chef, lui, il a une fonction un peu particulière de représentation du journal auprès des instances. Alors, là, c'est pareil, la structure de l'entreprise a pas mal évolué puisqu'il y avait une direction localement, puis progressivement, en fait, voilà, on est devenu l'échelon local, et donc on assure aussi le contact avec les partenaires institutionnels ou pas d'ailleurs. Voilà, quand il y a des gens mécontents, c'est nous qui devons gérer, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et la conférence de rédaction qui est... dans certains films, on voit que c'est un moment capital du journal. Je pense à Pierre Lazareff, qu'on voit dans son bureau avec autour des journalistes. Pierre Lazareff, vous le savez, les lunettes sur le front, tout ça, c'est très agité, c'est un peu mythique. Ça existe toujours, la conférence de rédaction ? Oui, bien sûr. Quel que soit le média, à un moment, la fonction le métier de journaliste, c'est à la fois très individuel et très collectif. Très individuel dans la démarche, puisque on va enquêter ou faire du reportage, recueillir des éléments d'information, rédiger un article, faire de la vidéo, faire des photos, etc. Mais en fait, on ne travaille pas tout seul, puisqu'on est dans un ensemble, une rédaction, et on construit pas un journal par hasard. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, on parle de hiérarchie d'information, il y a un chemin de fer qui va ordonner le cadencement des pages. Et donc, ce moment-là, la conférence de rédaction, c'est très important parce que c'est un moment de contact et d'échange entre tout le monde. Et un journal, c'est presque un être vivant, c'est-à-dire que c'est quelque chose de vivant. Vous pouvez projeter un journal la veille pour le lendemain, et s'il survient un fait d'actualité dans la nuit ou dans la journée, vous le modifiez à l'infini. Voilà, il faut toujours tenir compte de la réalité et de l'actualité. Alors ça, c'était vrai quand on était qu'en papier, et alors c'est encore plus vrai maintenant qu'on est aussi sur les réseaux numériques. Et qui décide exactement, par exemple, qu'en page 1 régionale, ça sera l'ouverture d'un nouveau centre de santé à tel endroit? Alors, on en débat au sein de la conférence de rédaction. Enfin, il y a des échanges et un débat. Donc, il y a des arguments qui sont échangés. Et puis, on cherche, sinon le consensus, en tout cas, il y a des évidences. Quand je parlais tout à l'heure de territoire, par exemple, la question de la santé, c'est quelque chose de fondamental. Enfin, vraiment, on parle de problèmes de démographie médicale, enfin, d'offres médicales, etc. Donc, ça intéresse vraiment nos lecteurs, parce que c'est la vie quotidienne, c'est leur vie quotidienne. Donc ça nous paraît très important. Notre prisme, en fait, il est facile à comprendre. Vous regardez un cristal, vous l'éclairez, et nous, notre prisme, c'est toujours le territoire.
Toujours. Il faut toujours qu'il y ait un rapport au territoire. On ne va pas parler de l'Ukraine parce que ce n'est pas notre vocation. Par contre, si un Bigourdan, un Haut-Pyrénéen va en Ukraine ou si des Ukrainiens viennent dans les Hautes-Pyrénées, là, ça nous intéresse. Voilà, voyez. Et donc, c'est notre quasi-obsession. Hein. Notre vocation est là, de parler du territoire. On est une des voix du territoire. Et donc, on assume ça. Et on a... Alors, un journal, c'est complexe, c'est compliqué, mais ça a plusieurs fonctions. C'est une fonction miroir. Il faut que les gens se reconnaissent dedans. Si les gens, vos lecteurs, ne se reconnaissent pas dans votre journal, ben, c'est raté. Ça veut dire que l'exercice est raté. Vous pouvez faire un très bon journal, mais si personne ne le lit, ça n'a aucun intérêt. Donc, il y a une fonction miroir. C'est un journal, c'est quelque chose qui crée du lien social. On a parfois, on nous colle quasiment des missions de service public. J'entends dans la diffusion d'informations, services importantes, voilà, les autorités se tournent parfois vers nous pour diffuser un certain type d'informations. On n'est pas du tout rémunéré pour ça d'ailleurs, et alors qu'on n'est pas des services publics, hein, on n'est pas rémunéré par les impôts des citoyens. Donc on est des entreprises, mais on assume aussi cette fonction-là parfois. Voilà, et puis c'est une vitrine du territoire, donc on donne à voir ce qui se passe sur un territoire donné. Voilà, c'est notre mission, c'est notre vocation. Donc, après avoir passé 17 ans et un mois, paraît-il, dans les Hautes-Pyrénées, vous partez pour le Tarn, vous allez être, pour l'Ariège, excusez-moi. Vous allez être responsable donc de l'édition de l'Ariège. Donc, c'est en novembre 2011 que ça se passe. Ce départ, il est provoqué par vous ou suscité par la direction ou les deux, parce que 17 ans dans un endroit, vous êtes devenu, vous avez beaucoup d'avantages, vous connaissez très bien tout le monde, tout ça, donc pour vous et pour le journal, c'est quand même une perte un peu de vous envoyer dans un département que vous connaissez infiniment moins bien. Alors oui, c'est une perte, mais c'est aussi, comme vous le dites, 17 ans, au bout d'un moment, on est installé, entre guillemets, on est parfois dans une zone de confort, et c'est un métier où il faut garder quand même, faut pas s'endormir, en gros. Donc c'est intéressant d'avoir des évolutions, de changer soit de fonction, soit de territoire, et de renouveler comme ça l'intérêt à la fois pour le journaliste, et puis aussi pour les lecteurs. Ça permet de irriguer la rédaction, il y a des nouvelles têtes qui arrivent, c'est un autre ton, voilà, c'est un peu une évolution et c'est intéressant. Alors effectivement, c'est intéressant d'avoir des gens qui sont sur le long terme parce qu'ils ont un vécu, ils ont une expérience, une connaissance du territoire intime quasiment, qui est très précieuse parce qu'on gagne beaucoup de temps, on perçoit tout de suite les enjeux, mais c'est aussi intéressant d'avoir en fait aussi un regard nouveau, neuf, etc. Une rédaction idéale, c'est une rédaction en fait où j'allais dire toutes les générations d'âge sont représentées. Quand les générations les plus anciennes tuilent les jeunes, donc leur amènent des éléments de compréhension ou de contexte, et à l'inverse, les jeunes apportent aussi un regard renouvelé sur des questions d'actualité qui parfois échappent aux plus anciens. Donc une rédaction idéale, c'est une rédaction qui va mélanger en fait les générations et qui va comme ça être au mieux pour observer le territoire et travailler sur le territoire sur lequel elle est positionnée. Alors, quand vous partez pour Foix, vous avez une nouvelle responsabilité puisque vous êtes responsable vraiment de l'ensemble. Alors qu'à Tarbes, vous étiez adjoint. Oui, voilà. Bon, c'était une évolution de carrière, ce qu'on m'a proposé. Hein. Je ne m'y attendais pas spécialement, mais voilà, il a été un moment où ils ont considéré que voilà, j'avais peut-être des choses à apporter. Donc, j'ai accepté, je suis parti là-bas. C'est intéressant de faire quelque part l'essuie-glace sur la chaîne des Pyrénées, puisqu'en fait, on arrive sur un territoire qui finalement a beaucoup de points communs avec celui que je venais de quitter, les Hautes-Pyrénées, mais à échelle beaucoup plus réduite. Par exemple, à Tarascon, il y avait Péchiné, ils avaient connu la désindustrialisation, le départ de Péchiné, comme ici à Lannemezan. Il y avait des présences industrielles, pareil, avec comment réinventer un peu le territoire, une agriculture de montagne qui parfois avait des problèmes avec les grands prédateurs type ours. Il y avait la présence des services publics, enfin, vous voyez,
Et en fait, on retrouve un peu les mêmes problématiques, mais à échelle beaucoup plus réduite. Et c'est intéressant. Enfin, l'Ariège, c'est 158 000 habitants au total. Voilà, mais c'est un territoire qui n'est pas moins intéressant, avec des problématiques comme ça, des problématiques propres et des choses, des gens incroyables. On découvre des choses incroyables. D'ailleurs, c'est une des... Ça va bientôt faire 30 ans que je fais ce métier et je suis toujours émerveillé par la capacité de renouvellement de l'actualité locale et de la situation locale. Par exemple, en Ariège, on a découvert que vivait là un monsieur qui s'appelait Grothendieck. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est l'équivalent de Einstein, mais pour les maths. En fait, c'est un génie des maths. Et c'est un type qui avait une histoire mais incroyable. Alors, ses parents étaient juifs allemands. Ils avaient fui l'Allemagne nazie juste avant la guerre. Et il s'était retrouvé, il s'était réfugié. Son père, je crois, malheureusement, a été déporté. Et avec sa mère, en fait, il a fini à Montpellier. Et c'était un type incroyable. C'était un génie des maths, vraiment un génie. Donc il a fait une carrière à l'université de Montpellier. Et d'un coup, il a tout arrêté. Voilà. Et il a acheté une ferme dans un village du Volvestre en Ariège et il s'est retiré du monde littéralement. Il voulait plus parler à personne ou en tout cas à peu de monde. Ce type-là, il a laissé je ne sais pas combien de cartons de notes à la fac de Montpellier. Et peut-être que dans ces cartons, en fait, il y a peut-être des avancées dans la science mathématique incroyables. Et donc, voilà. Alors, il avait donné pour consigne à son assistant à l'époque, nous a-t-on raconté, en fait, à son décès, il devait tout brûler. Donc, évidemment, le type s'est bien gardé de le faire. Et alors, ça a eu des conséquences assez incroyables, puisqu'en fait, la famille et l'université, en fait, se sont affrontés devant le tribunal pour savoir qui devait avoir la maîtrise de ces cartons d'archives et de travail universitaire. Et ben voilà, vous voyez, on dirait, bon, l'Ariège, voilà, bon, mais voilà, vous avez un type comme ça, c'est totalement improbable. Alors, des problématiques communes entre les Hautes-Pyrénées et l'Ariège, je le conçois tout à fait, mais du point de vue des mentalités, est-ce que vous avez senti, vous restez 7 ans quand même dans l'Ariège, est-ce que vous avez senti des différences dans les mentalités? C'est très difficile, je reconnais. Alors oui. Déjà, à l'échelle d'un territoire comme les Hautes-Pyrénées, vous avez des différences de mentalité entre la montagne et la plaine, entre l'Est et l'Ouest du département, voilà, il y a des influences culturelles différentes, même, moi je vais plus loin, linguistiques. En Ariège aussi, alors c'est-à-dire à l'échelle du département, il y a déjà des différences entre Pamiers et Tarascon-sur-Ariège, c'est déjà complètement différent. Déjà entre Pamiers et Foix, il y a une concurrence hérité de l'histoire, puisque en fait le seigneur il était positionné à Foix et l'évêque à Pamiers. Donc il y avait concurrence de pouvoir entre le séculier et le religieux. Concurrence économique entre Saint-Giron et Foix un peu. Aussi. Et puis il y a des lignes de fracture que moi j'ai repérées. Alors je ne sais pas si c'est une simple observation, mais en Ariège ça a fait railler sévère pendant les guerres de religion. Et vous avez des signes comme ça dans le paysage et dans les villages. Vous avez des villages de peut-être 40-50 habitants, vous avez une église, un temple. Et là, vous vous dites, oula. Donc, et en fait, ça baigne quand même les mentalités. C'est un peu différent. Et ensuite, il y a encore une autre ligne de partage qui n'est pas très claire, mais qui existe au niveau linguistique, entre les formes d'occitan qui sont parlées. En fait, vous avez une espèce de ligne de partage entre le gascon et le languedocien. Et c'est une ligne qui traverse l'Ariège, mais d'autres territoires. Et voilà, moi, quand je suis arrivé là-bas, pour faire couleur locale, là, ici on dit Adichat pour dire au revoir, et là-bas ils disent Adiciat, par exemple. Donc j'avais noté ça, j'avais été étonné au début, je me disais, tiens, il a un problème de prononciation, ce monsieur. Et non, pas du tout. En fait, c'était complètement différent.
Et donc, je pense que tout ça, ça baigne un peu les gens n'ont pas forcément conscience, mais je pense que ça influence quand même. Et donc, il y a il y a des différences, des manières de penser différentes quand même, issues, héritées de l'histoire. Voilà, je pense que peut-être, il y a un esprit revendicatif quand même, peut-être plus élevé, il est pas nul dans les Hautes-Pyrénées, mais plus élevé, on le voit par rapport à l'ours, bien sûr il y a la guerre des demoiselles, il y a tout cela, donc plus soudé, plus de gauche peut-être quand même, parce que moins radical, plus socialiste. Alors oui, complètement socialiste, évidemment, mais quand je vois l'effondrement du PS en Ariège, oui. Alors oui, alors il y avait des poches radicales. Par exemple, Tarascon-sur-Ariège était gouverné par un maire radical depuis très longtemps. Il y avait une présence politique, mais le PS évidemment était ultra majoritaire là-bas. Et la droite était plutôt de la plaine, c'est-à-dire Pamiers, Saverdun, voilà, c'était plutôt de ce côté-là. Donc il y avait un partage des eaux politiques aussi, voilà, mais oui, avec un esprit de résistance, presque une forme d'insularité. Voilà. Comme me l'avait dit un observateur local, il m'a dit ici c'est un peu comme la Corse. Bon, oui. J'aurais dit comme le Pays Basque, mais comme la Corse, c'est pas mal. C'est des pays, des régions quand même qui ont une forte identité, oui. Plus forte peut-être qu'en Bigorre, même si elle n'est pas nulle. Non, c'est différent. Moi, je trouve que l'identité en Bigorre, elle est... alors, c'est là où on en revient peut-être aux anciennes provinces ou à l'histoire, mais dans les Hautes-Pyrénées, je pense qu'il y a une vraie différence entre l'est du département et l'ouest, clairement. Et peut-être, voilà, mais je pense que l'identité de Bigorre, et bigourdaine passe par autre chose. Elle est peut-être plus dans la culture et dans le paysage, dans la toponymie, enfin, etc. En Ariège, vous voyez, entre le Couseran autour de Saint-Giron, qui était plutôt calotin, et les Foix, qui étaient plutôt athées, etc. Il y a des vraies aussi différences culturelles, religieuses, etc. C'est différent, vraiment, un état d'esprit différent. Et en mars 2019, vous faites la valise à nouveau et vous partez pour Albi. Vous êtes nommé donc responsable départemental des éditions du Tarn. Vous allez rester 2 ans. Et demi, oui. Et demi, oui. 2 ans et demi. Même question, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez demander un joker. Vous partez à votre demande ou c'est la direction toulousaine qui vous le demande? En fait, si vous voulez, il y a plusieurs choses. Dans les évolutions de carrière comme ça, vous pouvez être demandeur, mais si les places ne sont pas libres, ça ne bouge pas. Donc voilà. En fait, c'est une combinaison de tout ça. J'étais très bien dans les Hautes-Pyrénées avant de partir en Ariège, j'étais très bien en Ariège avant de partir dans le Tarn, et voilà. Et donc ça a été une autre évolution, un autre territoire. Et alors là, pour le coup... il y avait de grandes différences. Oui, il y avait une très grande différence avec effectivement, là, on a fait la plus grande cathédrale en briques du monde, qui a l'air d'un château fort. Bon, voilà, c'est un autre territoire avec une autre histoire. Yeah. Et donc, voilà, à Tarbes à nouveau. Alors, je voudrais, pour terminer, parce que tout passe vite, les problèmes que rencontre la presse en général, et notamment la presse quotidienne locale, question publicité, question le lectorat qui peu à peu devient moins important, avec la concurrence des autres médias, enfin tous ces problèmes généraux que nous connaissons. Comment vous les appréciez, vous, au niveau donc d'un département comme les Hautes-Pyrénées? Comment vous combattez cela? On voit par exemple que
c'est un principe de la Dépêche apparemment, il y a une véritable dépolitisation de la presse par rapport à ce que nous avons connu, mettons dans les années 60, dans le département, il y avait encore Sud-Ouest, donc démocratie chrétienne, Éclair-Pyrénées, très catho, la Dépêche radicale, la Nouvelle République radicale aussi, mais avec quelques nuances. Bon, aujourd'hui, sur le plan politique, les choses sont beaucoup moins nettes. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on vit un paradoxe de l'époque, c'est-à-dire que clairement, comme tous les autres médias papier, on vend moins de papier. Par contre, on n'a jamais eu autant d'audience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le groupe Dépêche du Midi a 2 sites internet sur les Hautes-Pyrénées, la Nouvelle République des Pyrénées et la page départementale de la Dépêche du Midi. On atteint des audiences qui sont très importantes. Le site de la Nouvelle République en 2023, par exemple, c'est 15 millions de visites. Le site de la page, la home départementale de la Dépêche du Midi, c'est un peu plus de 19 millions de visites. Donc si vous additionnez les deux, pour le groupe, vous avez 34 millions de visites sur les sites internet du groupe. Pour un département de 235 ou 8 000 habitants, c'est très important. Donc ça fait partie, en fait, ce que vous évoquiez au début, c'est-à-dire les difficultés de la presse. Comment la presse s'adapte ? Elle s'adapte en se réinventant et en investissant les canaux numériques, puisque maintenant, en fait, les gens s'informent beaucoup grâce à leur téléphone portable. Il faut savoir que plus de 80% des consultations des sites internet se font avec le smartphone. Donc on s'adapte, on fait maintenant de la vidéo, on essaye de... alors ces médias-là ont des avantages très importants, c'est-à-dire on gagne beaucoup en temps, en fabrication, évidemment, puisque c'est quasi de l'instantané, mais ça permet aussi de donner du sens en mettant en relation des articles qui sont liés. Dans un article, dans un journal papier, exemple l'Université de technologie, vous en parlez au mois de mars, au mois d'avril, au mois de juillet, au mois d'août. Si les gens, les lecteurs ont une bonne mémoire, ils vont connecter avec les différents épisodes. L'avantage du numérique, par exemple, c'est que vous publiez un nouvel article et vous pouvez le mettre en relation avec d'autres articles en créant des liens hypertextes, etc. Et là, tout d'un coup, ça prend une dimension importante. On peut créer quasiment des verticales sur des thématiques. Et donc, le lecteur est informé ponctuellement, factuellement sur un fait, mais il peut embrasser l'ensemble du contexte et revenir un petit peu en arrière, rafraîchir ses connaissances, etc. Donc le numérique a quelque chose de vraiment magique de ce côté-là. Il a d'autres... il nous contraint, ou il nous confronte à des difficultés quand même. Alors sans surprise, je vais vous parler des GAFAS, c'est-à-dire les géants là, du numérique, que ce soit Google, Facebook, etc., Microsoft et compagnie. Où là, il y a un véritable problème de société, un problème de civilisation, j'allais dire presque. Je vais jusque-là. Puisqu'en fait, plus que jamais, ce sont les détenteurs des tuyaux en fait, qui font la pluie et le beau temps sur les réseaux et sur Internet. Donc en gros, je globalise tous les fournisseurs de contenu, c'est-à-dire quels que soient les journaux, quelle que soit leur position sur le territoire, leur position politique, etc., font du contenu. Et en fait, on est dépendant très fortement de ces détenteurs des tuyaux, Google, etc., avec son référencement. Et donc, ils captent entre 70 et 90% de la publicité sur Internet. C'est-à-dire qu'ils nous ont asséché, ils nous ont siphonné littéralement des revenus économiques. Alors, ça se voit il y a des conséquences très fortes sur les entreprises de presse, puisque il y a eu des réductions d'effectifs dans de nombreux médias. Il y a certains médias qui ont failli ne pas survivre. Je pense à Nice Matin, je pense à la Provence a fait aussi l'objet de compression. De compression. Enfin, il y en a partout, dans tous les médias en fait. Combien êtes-vous au groupe La Dépêche
dans les Hautes-Pyrénées? Aujourd'hui, on est 11 cartes de presse et on a des renforts ponctuels avec des pigistes qui viennent. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe uniquement du numérique? Non. Si. Alors, on a un jeune collaborateur là qui a démarré il y a 6 mois environ et qui a une fonction qu'on appelle desker, où il est destiné effectivement à animer les réseaux, à animer les sites internet, etc. Mais on participe tous à l'animation de ces réseaux. Voilà. Et quant à la politique, à l'aspect politique, nous, on est droit dans nos bottes. On assume totalement nos valeurs, alors radicales, bon, si on veut, mais en tout cas humanistes, tolérantes, laïques. Voilà, ça, ce sont nos valeurs qu'on défend. On essaye de donner la parole à tout le monde. Enfin, je pense qu'on y parvient globalement. On assure une certaine pluralité, un certain pluralisme, en tout cas dans l'opinion. Mais ce que je constate quand même, vous parlez de dépolitisation, moi je pense que c'est surtout la société qui s'est dépolitisée, ou en tout cas qui a pris de nouveaux chemins politiques différents. C'est-à-dire les partis traditionnels sont vraiment à la peine. Il y a eu quasiment des effondrements sur eux-mêmes de certains grands partis. Ils ont du mal à se réinventer et ils ont du mal à parler à la population. Donc la population peut-être est plus tentée d'écouter des partis politiques un peu plus durs, un peu plus radicaux, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier politique. Et donc la proposition politique globale et générale du territoire, mais c'est pas lié aux Hautes-Pyrénées, c'est vraiment général. Il y a je ne sais pas si c'est une dépolitisation, en tout cas il y a moins d'engagement militant, ça c'est certain, et les gens se retrouvent plus sur des causes ponctuelles ou sur une élection ou sur voilà. Et donc il y a un peu de zapping de politique. Et est-ce que vous pouvez, pour terminer, là, encore que j'ai une autre question après, mais dire, par exemple, pour les Hautes-Pyrénées, quelle est l'action que vous avez impulsée le plus dans les journaux là, que vous patronnez, la Nouvelle République ou la Dépêche? Moi, de loin, en tant que lecteur, j'ai l'impression que depuis que vous êtes arrivé, les régions des Hautes-Pyrénées sont beaucoup mieux représentées. Un peu au détriment de Tarbes, je pense par exemple à la Dépêche. Mais vous, quelle est l'impulsion majeure que vous avez pu donner? Alors, l'impulsion, en fait, on ne choisit pas les territoires. C'est-à-dire, alors, les deux journaux ont des positionnements forts sur des territoires donnés. Par exemple, à Lannemezan, on lit la Dépêche du Midi, et à Tarbes, on lit plutôt la Nouvelle République des Pyrénées. Donc ça nous aide quelque part à orienter un petit peu. Voilà, on est par exemple sur les premières pages de la Nouvelle République, on favorise plutôt les sujets de Tarbes, évidemment, parce qu'on sait que notre lectorat est là. Et dans la Dépêche, ce sera plutôt Lannemezan. Mais on parle de Tarbes dans la Dépêche du Midi et on parle de Lannemezan dans la Nouvelle République des Pyrénées, évidemment. On ne met pas du tout les territoires en concurrence. On veut parler de tout le monde. Et ensuite, c'est une impression de lecteur. Oui. On essaye, nous, d'être toujours en proposition. Là, par exemple, on a pris un fil rouge depuis une quinzaine de jours, même 3 semaines, sur le commerce local. Il y a eu des fermetures en cascade et en série d'enseignes nationales, de franchises nationales qui ont fermé à Tarbes notamment. Il y avait une très grosse incertitude sur les Galeries Lafayette. Voilà. Et donc, elle n'y est plus ? Alors non, elle a été... voilà, on en a parlé la semaine dernière dans nos journaux. Oui, oui. Y a les créanciers ont accepté d'effacer, entre guillemets, 70% de leurs créances. Donc ça a redonné de l'oxygène aux Galeries Lafayette sous cette forme. Donc on verra, on espère tous, on croise les doigts que ça tienne. Mais vous voyez, on a insisté beaucoup là sur la notion de commerce local. Donc on est allé voir les responsables. Alors on a parlé du factuel, par exemple la fermeture de Burton of London. On a parlé des différentes fermetures, mais on n'a pas fait du déclinisme. C'est-à-dire on est allé voir aussi l'élu qui est en charge qui suit le commerce, qui nous a donné un chiffre étonnant. Au final, la vacance commerciale à Tarbes a baissé.
selon lui. Bon, il a des chiffres, voilà. Et ensuite, on est allé voir des responsables commerciaux locaux et on a fait des portraits de nouveaux commerçants, enfin, etc. Donc, et ça, c'est patent. Un lecteur le sent très bien, voilà, que vous couvrez bien les problèmes des commerces. Voilà, on essaye, en tout cas, ça fait partie de la vie locale et vraiment de la vie quotidienne de nos lecteurs. Donc, c'est très intéressant, ça affecte l'économie locale, donc c'est encore un deuxième centre d'intérêt, etc. Voilà. Et donc, on essaye de donner de la chair à Tarbes et à travers ce fil rouge, cette verticale. Mais voilà, on ne privilégie pas les territoires les uns par rapport aux autres. En tout cas, nous, on parle à tout le monde. C'est notre vocation. On est universaliste, vraiment. Notre lecteur, c'est tout le monde. Voilà, donc on essaye de parler de tout le monde et à tous. Dernière question, car en régie, Georges Lens m'a fait des signes désespérés. Quand je vous ai connu il y a plus de 30 ans, vous étiez donc un jeune étudiant, très discret d'ailleurs, mais en dépit de votre discrétion, j'avais cru déceler une passion en vous, suspense, pour la photographie. Où ça en est ? Alors, oui, effectivement, oui. Pour tout vous dire, j'ai même passé le concours pour entrer à l'école de photographie d'Arles à l'époque, il y a très longtemps, donc que j'ai raté. Avant le Mirail Oui, c'est ça, oui, ouais. Au début, là. Oui, en fait, la photo me passionnait. C'est vrai que j'ai même animé un atelier photo argentique où je formais des étudiants, on faisait des stages, enfin, etc. J'étais un peu formateur photo. Voilà. Bon, la vie est passée par là. Dans le cadre de mon travail, en fait, j'ai fait beaucoup de photos, mais à fin professionnelle. Donc, c'est vrai que j'ai laissé un peu filer ce côté-là. Et bon, journaliste, c'est un boulot qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et qui laisse pas beaucoup de place aux autres choses, aux autres loisirs. Donc, je me suis orienté sans doute vers d'autres choses. Bon, après, je suis devenu aussi père de famille, donc les priorités ont changé. Hein. Vous avez 2 enfants ? 2 filles, oui. 2 filles. C'est ça. Et vous êtes, j'ai oublié de le dire, originaire par votre famille de Muret, oui, dans la région de Muret. C'est ça, dans la région toulousaine. Et voilà, et donc, oui, il n'est pas impossible qu'un jour je m'y remette un peu. Bon, là, c'est pareil, en fait, la digitalisation a presque tout changé. Il y avait un aspect technique de développement, etc., bon, qui était intéressant. Il y avait toujours cette incertitude de savoir ce qu'on allait sortir comme film et comme photo. Maintenant, en 1 seconde, vous voyez le résultat de vos images. Voilà, il y a un petit peu moins de magie. Mais il y a aussi beaucoup plus de puissance technique. Vous avez une infinité de possibilités. C'est quand même quelque chose d'incroyable. En tout cas, si vous voulez vous ressourcer pour la photographie, je vous annonce que l'année prochaine, on aura un atelier photo animé par M. Rousseau. Merci beaucoup Arnaud Paul et au revoir. À bientôt et merci de votre accueil.